Aujourd'hui, je vais profiter du fait qu'on n'est pas trop loin de la Saint-Valentin pour parler de Sweeney Todd, le diabolique Barbie de Fleet Street de Tim Burton. C'est un film qui fait très macabre, etc. Mais le cœur du film, c'est l'amour, donc on est dans le thème. Le film, comme je l'ai dit, est réalisé par Tim Burton. On retrouve dedans Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Timothy Spall. Tous ces acteurs ont joué dans la franchise Harry Potter, donc on a un peu un casting très Harry Potter là pour le coup, parce qu'ils ont tous joué dans Harry Potter, ou en tout cas dans la franchise Harry Potter. Je le dis dès le début, et ça va me permettre du coup de parler des mauvais points. Pour ceux qui connaissent pas ce film est une comédie musicale. La bande-annonce le montre très peu, on montre à un moment donné que Johnny Depp chante, mais voilà, la bande-annonce ne présente pas forcément le film comme une comédie musicale, donc faut le savoir. Je le mets dans les mauvais points parce que souvent les gens n'aiment pas spécialement les comédies musicales, donc je le mets dans les mauvais points, mais pour moi c'est pas un mauvais point. Si une comédie musicale est bien faite, il n'y a aucun souci. En fait, et ça c'est un bon point pour le coup, les comédies musicales, c'est tellement hors de la réalité que ça permet de faire ce qu'on a envie en fait. Et comme pour moi la musique c'est un peu la résonance du cœur, c'est l'expression de ce qu'on ressent, bon mais si on veut faire un film bourré d'émotions, quelle que soit l'émotion, et bien la comédie musicale peut être très bien. Le problème c'est que la comédie musicale on peut très vite tomber dans le kitsch, tomber dans le ridicule, et à ce moment-là ça fonctionne plus. Mais pour moi là c'est pas le cas. Donc il faut savoir c'est une comédie musicale. Ensuite toujours par rapport à la comédie musicale, le deuxième mauvais point du film, on a des musiques qui sont toutes dans le même style à peu près. Si vous avez vu Into the Wood, vous allez voir ce film, vous allez dire oui ben ça se ressemble à mort quoi. Parce qu'en réalité c'est Stephen Sondheim qui a fait cette comédie musicale. Et j'ai l'impression qu'il fait un peu toujours pareil. Je l'avais dit dans ma critique sur Into the Wood, que les chansons faisaient vraiment penser à celles de Sweeney Todd. Les chansons sont inégales, elles sont pas toutes super maintenant. Elles sont toujours rattrapées par la réalisation, par le jeu d'acteur ou par l'ambiance, etc. Donc ça va. Mais moi, les premières fois que j'ai vu le film, il y a des chansons qui me saoulaient vraiment. Et notamment toutes les chansons qui correspondent à un arc narratif dans le film. On suit dans le film à la fois Sweeney Todd et aussi un autre personnage, un jeune matelot. Et toutes les musiques que chante ce jeune matelot, je trouve que quand c'est là, la réalisation est pas super quand c'est pour lui. Je trouve que les chansons sont pas super. Et ces chansons ne font quasiment rien avancer. Je veux dire, elles sont beaucoup trop longues par rapport à ce que ça apporte à l'histoire, ce que ça apporte au personnage, etc. Donc voilà, donc il y a tout cet arc narratif qui est un peu à jeter pour moi, entre guillemets. Fait quand je me le regarde, moi je passe ces moments-là quasiment. Sauf si je me mets le film en fond, auquel cas je passe pas, mais sinon voilà. Donc les mauvais points, c'est que c'est une comédie musicale. Donc si on n'aime pas les comédies musicales, voilà. Il y a certaines musiques qui sont pas terribles et il y a tout un arc narratif qui est pas très intéressant dans le film. Maintenant, cet arc narratif sert l'histoire et est connecté à l'histoire de Sweeney Todd. Et je vois mal comment on aurait pu l'enlever, mais en tout cas on aurait pu le réduire à mort. Donc voilà, donc là c'est fini pour les mauvais points, maintenant je vais passer au bon point. Premier bon point, c'est la réalisation. Tim Burton dans les bonus, il dit qu'il a voulu faire une réalisation de film muet un petit peu. Et je comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire quand je l'ai regardé à l'époque où il est sorti. Mais c'est clair que là, on peut enlever le son, laisser juste les musiques, et on comprend ce qui se passe. Il suffit à un moment donné qu'il fasse un plan sur les yeux de Johnny Depp avec du blanc en fond, qu'on retourne sur un autre personnage qui rigole, qui est dans son dos, filme une bouilloire qui est de plus en plus sous pression et qui crache de la vapeur à mort de plus en plus vite, et là on comprend la situation. On pourrait couper le son dans ce film, et on comprendrait quand même ce qui se passe. Et je trouve perso que c'est la meilleure réalisation de Tim Burton jusque-là. Sweeney Todd a eu pas mal de mauvaises critiques en disant en gros c'est Burton qui fait du Burton, etc. Il se parodie lui-même, etc. Mais je trouve que ce film-là, c'est le meilleur de Burton, je veux dire. Même si je mets Edouard aux mains d'argent à côté, ou Beetlejuice, ou les Batman ou quoi, niveau réalisation, c'est dans ce film-là que Tim Burton est le meilleur. Et par rapport à Edouard aux mains d'argent, il y a un truc qui est marrant, c'est pas du spoil. À un moment donné, il y a Sweeney Todd qui prend un de ses rasoirs et qui dit enfin mon bras est reconstitué en entier. Et ça peut faire penser à Edouard aux mains d'argent, où Edouard, ses doigts, c'est des lames, etc. Et comme les deux rôles, c'est Johnny Depp qui les joue, c'est rigolo. Ensuite, petit détail, le film est drôle, un peu comme tous les films de Burton, il y a toujours de l'humour dans les films de Burton, de l'humour un peu... de l'humour où on sait pas trop si c'est de l'humour ou quoi, mais en tout cas, pour moi ça fonctionne. C'est de l'humour subtil, faut le voir. On peut passer le film sans avoir rigolé, mais si on s'y intéresse, pour moi le film est drôle. Je donnerai quelques exemples dans les spoilers. L'image est belle, les cadres sont beaux, le casting est vachement bien. C'est le casting d'Harry Potter et ces gens-là jouent des rôles qui sont très proches de ceux qu'ils jouaient dans Harry Potter. Donc pour un fan d'Harry Potter, c'est vachement bien. Et quand je dis que leurs personnages sont proches des personnages qu'il y a dans Harry Potter, je parle même pas des films, je parle des livres. Du coup, on a une adaptation alternative des personnages des bouquins, même si c'est pas dans un film d'Harry Potter, et même si ils ont probablement pas pensé à Harry Potter en écrivant ces personnages, surtout qu'Harry Potter était même pas écrit à l'époque où la comédie musicale est sortie. Donc voilà, le film est bien réalisé, il est bien joué, les personnages sont intéressants, le film est drôle, le film est tragique, et en plus de ça, il y a des thèmes qui sont développés, ou en tout cas illustrés dans le film, et pour si peu qu'on y réfléchisse, c'est super intéressant.
Le film par exemple parle de vengeance, du coup il fait réfléchir sur le comportement qu'on peut avoir post-brisage de cœur, c'est-à-dire quand on a le cœur brisé par n'importe quoi, comment on va réagir après, qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui ne l'est pas, ça je développerai dans les spoilers. Et le film illustre la spirale de la violence qui se met en place et qui repose sur une injustice de base. Et encore l'injustice de base ne justifie pas tout puisque derrière cette injustice, on pourrait chercher une autre injustice, etc. Donc chaque injustice crée une nouvelle injustice et au final, si on ne casse pas ce cercle vicieux, eh bien la spirale de la violence ne s'arrête jamais. Et du coup, on se retrouve avec de la violence inutile qui aurait pu être arrêtée dès le début si on avait réglé l'injustice de base. Donc voilà. Et aussi, j'oubliais l'écriture. Le film est vachement bien écrit. Dans ce film-là, chaque scène est une vraie scène. C'est-à-dire qu'il y a un début, un milieu et une fin. Elles ont toutes une ambiance différente. Elles ont toutes un propos. Il n'y a pas de scène inutile, manière de nous balancer une info et puis voilà, et puis débrouillez-vous avec. Même si c'est mal écrit, même si vous comprenez rien, même si le montage est pourri, même si la scène ne se raccorde pas aux autres scènes qu'il y a dans le film, etc. Non, on n'est pas du tout là. T'as une scène, c'est une vraie scène. Dans chaque scène, t'as un début, un milieu, une fin, de l'émotion, un message. Et ça fait avancer l'histoire. Et ça fait avancer les personnages. Voilà, c'est comme ça pour moi qu'on devrait écrire les films. Après, bon, si tout le monde faisait comme ça, on aurait tous le même genre de film, mais bon. Bref, c'est moi, c'est ce que j'aime au cinéma, et voilà. Ah oui, et j'oubliais, il y a des scènes de flashback dans ce film, et que je trouve absolument géniales. Très très simple, mais je trouve que ça fonctionne magnifiquement bien et elles sont très belles. Et Sweeney Todd a aussi fait des scènes de flashback dans Dark Shadows. Et Dark Shadows, je m'étais totalement ennuyé. Et vraiment, j'attendais que le film se termine. Et quand on a eu ces scènes de flashback, c'est ça qui m'a fait me réveiller en disant mais là c'est super bien réalisé, là c'est vachement bien. Et en fait, dans les scènes de flashback, c'est comme dans les clips musicaux, on peut faire à peu près ce qu'on veut du moment que le message passe. Donc en conclusion, pour moi c'est le meilleur film de Tim Burton. C'est une comédie musicale certes, mais vachement bien écrite, vachement bien jouée, assez drôle et avec un message qui est super intelligent, je trouve. Si je devais noter ce film, je lui mettrais 8 sur 10. Je le conseille clairement, et puis voilà. Et pour ceux qui trouvent que Johnny Depp a tendance à cabotiner sur tous ses derniers rôles, etc., à jouer plus ou moins toujours la même chose, depuis Jack Sparrow, eh ben là dans ce film, il cabotine pas du tout, il en fait pas des caisses, au contraire, il intériorise beaucoup, et vraiment, j'aime beaucoup Johnny Depp dans ce film. Et j'aime beaucoup aussi Helena Bonham Carter, que j'aime pas tellement d'habitude. C'est pas que je l'aime pas, c'est qu'elle me fait rien ressentir quand je la vois dans les films. Et là, dans ce film, elle est toute mimi, et vraiment, on a de la peine pour elle quoi, quand on voit le film. Donc voilà, donc maintenant je vais passer au spoiler pour ceux qui s'arrêtent là parce qu'ils n'ont pas encore vu le film et qui veulent pas se gâcher la découverte du film. A plus. Come and visit your good friend Sweeney. You sir, too sir. Welcome to the grave. Je voulais commencer en faisant les parallèles entre Sweeney Todd et Harry Potter, mais je me suis dit que s'il y a des gens qui n'ont pas vu Harry Potter ou pas lu les livres, déjà j'allais leur spoiler les trucs, donc je n'en parlerai qu'à la fin. Donc là vous êtes prévenus, si vous arrivez jusqu'à la fin et que vous voulez pas voir le truc sur Harry Potter, restez vigilants, vous écoutez pas le truc en fond, sinon vous risquez d'entendre des trucs que vous n'avez pas forcément envie d'entendre à la fin. Donc voilà, restez vigilants. Donc à la place, je vais commencer par les moments drôles. J'ai noté 2-3 exemples. Par exemple, quand il y a Johnny Depp qui arrive pour la première fois dans l'échoppe de Mrs. Lovett. Déjà, elle est toute contente de le voir arriver. Et la première chose qu'elle fait quand elle le voit, elle fait... Un client. What's your rush? What's your hurry? Elle lui dit de s'asseoir, elle fait sit, il s'assoit pas. Et du coup, elle fait sit, et hop, elle fait s'asseoir. All the minute, can't you sit? Sit it down, sit. All Enfin bref, c'est déjà un truc que je trouve marrant. Juste après, elle lui donne une tourte, il croque dedans, bon il la recrache sur le côté, ça c'est pas tellement drôle, mais il en reste un peu après dans la bouche, du coup il recrache mais il fait même pas l'effort de cracher. and no wonder with the price of mint. What it Et visuellement, moi ça m'amuse que le mec ait même pas la force de cracher comme ça, qu'il soit tellement dégoûté qu'il laisse juste tomber de sa bouche. Ensuite, moment marrant, il y a le moment où le juge Turpin, il rend un verdict et il dit à un accusé, votre obstination à vouer votre vie au crime. Crime est une abomination aux yeux de Dieu et de l'humanité. Je vous condamne en conséquence à être pendu jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'audience est levée, et là on a le contre-champ et on s'aperçoit que l'accusé, il doit avoir genre 10 ans, même pas. Et en sortant du tribunal, il dit... Était-il coupable? Bon après ça me fait rigoler parce que c'est un film évidemment, dans la vraie vie ça me ferait pas rigoler. Il y a le moment où Mrs. Lovett elle est avec le petit en bas et que Sweeney Todd est à l'étage avec Pirelli et que Sweeney Todd vient d'exploser la tronche à Pirelli et il y a Mrs. Lovett qui est en bas qui voit que le gamin commence à entendre des trucs, du coup pour couvrir le bruit elle parle et elle dit Misère de misère. On n'a jamais terminé. Il faut que ça brille, c'est ma devise à moi. toute son échoppe est dégueulasse, tout son commerce est dégueulasse, il y a des cafards qui se baladent partout depuis la première fois où on entre là-dedans. Et elle est là à dire faut que ça brille, c'est ma devise. Bien sûr, on va te croire. Elle sait pas quoi dire, du coup elle dit ça. Après il y a le truc c'est la blague du film où là par contre c'est vraiment appuyé comme une blague, où Mrs. Lovett elle est là tout affolée que Sweeney Todd ait tué Pirelli. Vous êtes malade. Tuer un homme qui vous avait pas fait de mal. Et Sweeney Todd il lui répond il m'avait reconnu, il voulait me faire chanter la moitié de Merced. Et là il y a Mrs. Lovett qui lui fait ah ben ça change tout alors. J'ai bien cru que vous étiez devenu ma poule.
Donc quand on tue quelqu'un, c'est grave, mais quand on tue quelqu'un parce qu'il veut te prendre de l'argent, là d'un coup c'est plus grave. Il y a le moment où Johnny Depp chante sa chanson où il dit qu'il va buter tout le monde, et à la fin il dit que ça le remplit de joie, et il gueule full of joy. Ce moment je le trouve marrant parce qu'il y a Sweeney qui dit qu'il va être super content, mais il dit ça plein de colère et plein de haine, et ça fait un décalage qui est assez marrant. Enfin, quand je le vois à chaque fois je rigole. Et puis j'ai noté un dernier moment, c'est quand Mrs. Lovett et Sweeney vont marcher et qu'il y a le gamin qui est avec Pirelli et qu'ils essayent de vendre un élixir pour faire pousser les cheveux. Donc toute la foule est contente, tout le monde écoute, et il y a que Sweeney et Mrs. Lovett qui sont au milieu de la foule et qui trollent en prenant le flacon en disant oula ça sent la pisse, on dirait de la pisse et de l'encre, oula. What is this? What is this? Smells like piss. Smells like ew. Looks Oh, like don't touch piss. it, Carl. What you do? This is piss. Piss with ink. Il s'appelle Sweeney, il redonne le flacon à un mec à côté en disant faites attention, n'en faites pas tomber sur vos bottes. Keep it off your boots, sir. Reach right through. Le petit qui essaie de contre-attaquer en disant les filles en raffoleront, et il y a Mrs. Lovett qui dit oui, les mouches aussi. Ladies seem to love it. Flies do too. Enfin bref, ils sont là tous les deux, ils sont en train de troller le vendeur qui est en train d'essayer de vendre un produit. Maintenant je vais passer au thème. Donc on a dans ce film deux personnages qui ont le cœur brisé, que sont Sweeney et Turpin. Les deux ont le cœur brisé pour la même chose, c'est qu'ils ont perdu ou qu'ils n'ont pas eu la femme qu'ils aimaient. Turpin était amoureux de la femme de Sweeney, et Sweeney a été enlevé, condamné aux travaux forcés en Australie, c'est pas dit mais c'est en Australie qu'il va. Et du coup il a perdu sa femme comme ça, et quand il revient, Mrs. Lovett lui fait croire qu'elle s'est tuée. Donc ces deux personnages ont eu le cœur brisé. Et comment réagissent ces deux personnages? Ils s'en prennent à la terre entière. C'est-à-dire que Turpin condamne des innocents à mort, on l'a vu avec le gamin. Il fait arrêter Sweeney, qui était innocent, il fait accuser d'un truc qu'il n'a pas fait. Et Sweeney, qu'est-ce qu'il fait de son côté? Il égorge des gens qui viennent se faire raser. La manière dont ils supportent leur cœur brisé, c'est de passer de victime de la vie, à bourreau. Et ça, c'est quelque chose dans la vie qui allège la souffrance, le fait de passer de l'état de victime à l'état de bourreau. Moralement, c'est pas défendable, mais psychologiquement, ça fonctionne. C'est notamment pour ça qu'on retrouve des gens qui ont été victimes d'abus quand ils étaient petits par des adultes et qui abusent d'enfants après, alors que techniquement, on devrait se dire, eux savent que c'est pas bien ce qu'on leur a fait, ils ont été victimes, donc logiquement, ils devraient pas être bourreaux à leur tour. Et ben, s'il y en a qui le deviennent. Donc voilà, et c'est ce que font Turpin et Sweeney dans le film. Et ces personnages sont très liés dans leur motivation. On le voit notamment quand ils partagent à un moment donné une chanson où ils chantent en duo, et ils chantent la chanson Pretty Woman où ils disent les jolies femmes, etc. C'est la cause de leur malheur à tous les deux, le fait d'avoir perdu une belle femme qu'ils aimaient. Et à ce moment-là, les deux chantent. Sweeney a beau vouloir tuer Turpin, et Turpin a beau en avoir voulu à Sweeney avant. On voit que les deux là, ils ont les mêmes motivations, ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes rêves. Donc en fait, c'est les deux mêmes personnes. On se dit, il y a le gentil dans le film et le méchant, mais en fait, les deux, c'est les mêmes. Sur la spirale de la violence, je vais y aller très vite. Turpin est jaloux de la situation de Sweeney, il veut la femme de Sweeney et il le fait arrêter. Turpin s'en est pris la femme de Sweeney, donc que fait Sweeney? Il revient, il veut se venger. Dans sa vengeance, il y a Pirelli qui arrive et qui lui dit « Je vous ai reconnu, donc maintenant il va falloir me filer du fric, sinon je vous dénonce ». Sweeney, il peut pas prendre le risque que tout le monde sache que c'est lui Benjamin Barker, parce que sinon il pourra pas se venger de Turpin. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il tue Pirelli. Pirelli, c'est peut-être un escroc, mais c'est pas un tueur, c'est pas un violeur, enfin peut-être on sait pas, mais enfin, il est pas présenté comme un monstre sanguinaire, etc., même s'il maltraite l'enfant. Et donc Sweeney le tue. Pirelli est un dommage collatéral. Ensuite, Sweeney essaye de tuer Turpin, il y arrive pas, et à partir de ce moment-là, il laisse son désespoir prendre le dessus, et du coup, comme j'ai dit, il passe de victime à bourreau, et là, pour alléger sa peine, il va aller tuer plein de gens. Tous ces gens-là sont des victimes collatérales. Ensuite, il y a Timothy Spall qui se fait tuer parce qu'il allait découvrir le problème de Sweeney, parce qu'il venait en disant les voisins se plaignent de la fumée qui sort de vos fours, j'ai besoin d'inspecter. S'il avait inspecté, il aurait vu qu'il y avait des humains dedans. Donc qu'est-ce que fait Sweeney? Il le tue. Que fait Sweeney quand le juge Turpin va arriver? Il y a sa femme rendue folle qu'il a pas reconnue qui est là. Il voit Turpin qui va arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il tue la femme et il la fait descendre dans la salle du four. Donc tous ces gens-là sont des dommages collatéraux. Donc à partir de l'injustice causée par Turpin au début, il y a eu tous ces morts. Et en plus de ça, Sweeney, voyant qu'il a tué sa femme à cause des mensonges de Mrs. Lovett, va tuer Mrs. Lovett, et le gamin qui était attaché à Mrs. Lovett va aller venger Mrs. Lovett en tuant Sweeney Todd à la fin. Donc Turpin a créé Sweeney Todd a créé le gamin. Voilà, et après on peut imaginer que la spirale va continuer après, etc. etc. Donc voilà, donc d'où l'importance de, quand on est impliqué dans des trucs comme ça, de prendre un peu de hauteur et de voir si à un moment donné, pardonner si on peut, ou en tout cas rendre justice, ne peut pas arrêter cette spirale de violence. Parce que se venger a ses limites, parce que en réalité, la vengeance entraîne toujours une autre vengeance, et en plus de ça, la vengeance ne soulage rien en fait.
Quand on se met en quête de vengeance, on ne fait que se fixer un objectif en réalité. Tout le temps qu'on va mettre à se venger, à préparer sa vengeance, etc., ça soulage la peine parce que ça fait juste office de distraction, de diversion. C'est-à-dire on va penser à la vengeance plutôt que penser à notre peine. Mais au final, une fois qu'on s'est vengé, on n'est plus dans cette distraction de réfléchir à comment on va se venger, etc. Et au final, on retourne à sa peine et cette peine n'a pas été soulagée. Donc voilà, il n'y a pas de vie meilleure après la vengeance. Et ça, on le retrouvait aussi dans Batman Returns de Burton aussi, où Catwoman, elle passe tout le film à vouloir se venger. La vengeance donne un sens à sa vie. À partir du moment où elle s'est vengée, elle a plus de sens. Et c'est pour ça qu'elle va mourir avec Shrek à la fin. Une fois n'est pas coutume, je vais lire ce que j'ai écrit parce que là j'ai pris des vraies notes cette fois-ci. La vengeance est une obsession douloureuse du passé mais qui te donne un but et te détourne un peu de ta douleur. Sweeney est désintéressé par le sort de Joanna, l'avenir, et est obsédé par sa vengeance, le passé. Donc là, plusieurs fois dans le film, on voit que quand il est question de Joanna, Sweeney s'y intéresse très peu en réalité. Et dès qu'il est question de sa femme, qui est morte, qui est censée être morte, et du juge Turpin, là par contre il est très intéressé. Quand on lui parle de Joanna, il répond à peine. Quand on lui parle de Turpin et de sa femme, là il réagit à mort. Et d'ailleurs à un moment donné, quand Mrs. Lovett lui raconte l'histoire de ce qui arrivait à sa femme après que Sweeney soit fait enlever, on a toute la scène de flashback. Et la fin de cette scène de flashback, c'est la femme de Sweeney Todd qui crie, et ce cri est repris par Sweeney Todd, et on a 1 ou 2 secondes où leurs deux cris se chevauchent. Et on voit que la douleur de l'un est aussi la douleur de l'autre. Donc à ce moment-là, on voit que c'était très lié, et je trouve que c'est une super idée de montage. Et il y a un plan qui illustre très bien ça, le fait que Sweeney Todd se détourne complètement de sa fille, qui pourtant est vivante. Alors, il pourrait aller voir sa fille, reprendre sa fille, et se créer un avenir avec sa fille, et aller de l'avant. Et qu'est-ce qu'il fait à la place? Il est constamment braqué sur le passé, en quête de vengeance, et du coup il ne s'intéresse qu'au sort de sa femme, alors que sa femme est morte. Enfin, il croit qu'elle est morte, donc techniquement il peut rien faire à ça sinon se venger. Alors que Joanna, il peut la sauver, il peut lui offrir une bonne vie, etc. Mais non, il est plutôt là parce que dès le début, en réalité, c'est un personnage qui est mort. Et il y a un plan qui illustre très bien ça, c'est quand il retrouve sa maison, au moment où il rentre dans la pièce où il vivait avec sa femme, il y a le landau de Joanna quand elle était petite avec une poupée dedans. Il arrive, il regarde dessous, il voit la poupée, donc logiquement il se rappelle de sa fille, et là il y a Mrs. Lovett de l'autre côté qui sort ses rasoirs, donc là c'est le symbole de la vengeance, et qu'est-ce qu'il fait? Il repose le drap, il délaisse complètement le landau, et il va vers ses rasoirs, il prend ses rasoirs, et il commence à chanter sa chanson, et il appelle ses rasoirs mes amis. À aucun moment donné c'est dit dans le film que Sweeney s'intéresse plus à sa vengeance qu'à l'avenir de sa fille, mais visuellement tout passe, on comprend tout à ce qu'il y a dans sa tête à Sweeney. Et franchement, c'est pour ça que je dis la réalisation est vachement bien dans ce film. Pour terminer dans les thèmes, je vais m'éloigner un peu du film, je vais juste commenter un petit peu les différentes possibilités de comportement qu'il y a post-brisage de cœur, c'est-à-dire que quand la vie vous a brisé votre petit cœur, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est une logique de vengeance, c'est-à-dire qu'on va se venger de la vie. Pas forcément de quelqu'un en particulier, mais de la vie en général. Quelqu'un peut nous avoir fait du mal, mais on va pas se venger contre cette personne, on va se venger contre n'importe qui en fait. C'est-à-dire que on peut devenir aigri, méchant, violent, sans forcément comprendre pourquoi. C'est le principe, comme je disais tout à l'heure, de passer de victime à bourreau pour soulager ta peine. La deuxième possibilité, c'est tout simplement, au sens symbolique, c'est de ne plus utiliser ton cœur brisé en réalité. C'est-à-dire que tu vas être distant de tout, tu vas devenir froid, tu ne vas t'impliquer émotionnellement dans rien, tu peux éventuellement devenir cynique et du coup ne plus être capable de ressentir quoi que ce soit pour personne. Ce qui est dommage parce qu'en réalité, l'amour c'est la colonne vertébrale de la vie. Si tu ne peux pas ressentir d'amour, suicide-toi tout de suite, tu ne peux pas apprécier la vie. Si à un moment donné tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'aimes pas ce que tu as, tu n'aimes pas les gens avec qui tu es, la vie n'a strictement aucun sens. Et au final, tu deviens un fantôme dans ta propre vie. C'est-à-dire que tu traverses la vie, rien n'a d'impact sur toi. Et voilà. Et au final, tu seras sur ton lit de mort et tu te diras pourquoi j'ai vécu. J'en sais rien. Franchement, sur ton lit de mort, on te dirait on va te repasser le film de ta vie. Tu veux voir quel moment? Tu dirais je sais pas. Je veux vraiment pas. Donc voilà, donc ça c'est super dommage. La troisième possibilité, c'est d'être dans la négation totale de ton cœur brisé, c'est-à-dire que tu vas te divertir. Tu vas tout faire pour te divertir. À aucun moment, il faut que tu puisses penser à ce que tu as vécu et à ton état. C'est-à-dire que tu vas tout le temps te divertir. Quelle que soit la distraction, que ce soit des loisirs, du travail, des drogues, de l'alcool, tout ce qui peut te faire penser à autre chose, tu le feras. Mais voilà, du coup, en gros, ta vie, ce sera une course en avant pour surtout que ton malheur ne te rattrape pas, mais ton malheur est toujours là en réalité. Donc voilà, c'est un coup à devenir fou, ça, un peu. Et la quatrième possibilité, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai recensé en réfléchissant. La dernière possibilité, c'est qu'un élément extérieur vienne et te sauve, tout simplement.
C'est-à-dire que t'as ton petit cœur brisé, il t'est arrivé des trucs dans ta vie, etc. Mais tu vas trouver quelqu'un qui te calme, qui t'apaise, et qui, voire même à long terme, peut te guérir. Et au final, tu iras bien. C'est l'ange salvateur descendu du ciel directement pour toi. Il me semble que c'est plus ou moins ça que dit Robin Williams dans Will Hunting. Et voilà, et ça, on n'a aucun contrôle dessus, on ne peut pas le créer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'inventer un ange salvateur en se forçant à être avec quelqu'un et à dire cette personne-là va me sortir de mon malheur, etc. Non, c'est pas ça. Il y a 2 films qui traitent un peu de ça, de cet ange salvateur. C'est et beaucoup plus si affinité, avec Daniel Radcliffe, qui est une super comédie romantique que je conseille. Et le deuxième que je connais, c'est Happiness Therapy, avec Bradley Cooper et la très surestimée Jennifer Lawrence. Donc voilà, je conseille ces 2 films. Donc voilà, donc ça c'est les différents comportements post-brisage de cœur qui sont possibles. Il n'y a pas énormément de solutions, sinon que des gens viennent nous aider. Donc si vous avez votre petit cœur brisé, techniquement vous ne pouvez rien faire. Par contre, si vous n'avez pas votre petit cœur brisé et qu'il y a quelqu'un qui a son petit cœur brisé autour de vous, vous pouvez vous aller l'aider. Et essayer de le comprendre, etc., le faire parler et tout, pour que ça aille mieux. Vous pouvez faire en sorte d'avoir une présence apaisante pour lui, réussir à calmer probablement l'ouragan qui est dans sa tête parce qu'il n'a pas réglé les problèmes qu'il a. Et voilà, je vais terminer sur les rapports entre Harry Potter et Sweeney Todd. Déjà, on a le plus évident, c'est Alan Rickman, qui là joue un doublon de Rogue, c'est-à-dire que c'est un homme qui aime une femme, mais cette femme-là en aime un autre, et du coup, Alan Rickman va haïr ce mec-là. Et ce scénario se reproduit 2 fois. Et à cause de son désespoir amoureux, il va devenir aigri et méchant. Et il va devenir aigri, méchant, et il aura une morale très douteuse. Sweeney, lui, c'est un mix entre Sirius Black du livre et Voldemort. C'est-à-dire que Sweeney, dans son rapport avec Mrs. Lovett, c'est Voldemort. Lui, il a son objectif, il a quelqu'un à tuer, c'est Turpin. Comme Voldemort, il a son objectif, il a un mec à tuer, c'est Harry Potter. Et à côté, il a la fille qui est super amoureuse de lui, qui lui est dévouée, mais totalement. Là, c'est Mrs. Lovett, et dans Harry Potter, c'est Bellatrix Lestrange, qui est hyper amoureuse de Voldemort, et qui est hyper dévouée à Voldemort. Sweeney a aussi comme rapport avec Voldemort le fait que ce sont 2 êtres qui vivent sans amour. On sent que Sweeney est amoureux de sa femme, mais Sweeney vit plus ou moins sans amour. C'est-à-dire qu'il ne peut aimer qu'une seule personne, c'est sa femme qui est morte. C'est tout. Et sinon, après, il aime personne. Et Voldemort, lui, il aime personne carrément. Sweeney et Voldemort, c'est 2 personnages qui, d'un côté, Sweeney veut se venger d'une chose qui lui a été faite, c'est-à-dire que sa femme soit morte, et au final, dans sa quête de vengeance, c'est lui-même qui va tuer sa propre femme. Et Voldemort, son objectif, c'est de tuer Harry Potter pour pouvoir être immortel, et au final, c'est le fait de s'en être pris à Harry Potter qui va faire que Harry, ensuite, s'en prend à Voldemort, et qui fait que Voldemort meurt. Donc en fait, ces 2 personnages ont en commun que chacun d'eux crée lui-même son destin tragique. Donc Sweeney, c'est un peu de Voldemort et c'est aussi un peu de Sirius. C'est-à-dire que Sirius, c'est un mec qui était plein de vie, qui n'avait Dieu, entre guillemets, que pour James Potter. C'est-à-dire que c'est son meilleur ami, et puis on nous dit dans les scènes de flashback dans les bouquins qu'il y a toutes les filles qui regardent Sirius, et Sirius, lui, s'en fout, lui, il veut être avec son pote, et il admire son pote, et il est vachement bien avec lui. Et à partir du moment où James Potter meurt, Sirius, il meurt de l'intérieur. Et il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et à partir de là, son âme est morte, et tout ce qu'il veut, c'est se venger. Et Sweeney, dans le film, à partir du moment où sa femme meurt, il est mort de l'intérieur. Et tout ce qu'il veut faire, c'est se venger. Et en regardant les bonus du Blu-ray, il y a la conférence de presse de je sais plus où, qui est absolument géniale. Si vous aimez ce film, achetez le Blu-ray, ne serait-ce que pour voir cette conférence de presse. Franchement, elle est trop marrante. Si j'avais plus de temps, j'en parlerai des vannes de Burton. Tim Burton, quand on lui pose une question, il est réveillé. Par contre, quand on lui pose pas de question, on le voit, il est comme ça. Il a son petit stylo, son petit carnet, puis il griffonne. On voit qu'il fait des dessins, qu'il n'est pas du tout intéressé. Puis au bout d'un moment, il entend un truc qui l'intéresse un peu. Et là, d'un coup, il se relève et il prend la parole. Et puis après qu'il ait pris la parole, il retombe et il redessine. Enfin bref, il est trop marrant. Puis il y a énorme Madame Carter et Johnny Depp qui se balancent des vannes, etc. À un moment donné, le producteur qui essaye de passer de la pommade à Burton en disant il n'y a que Tim Burton qui aurait pu faire ça et jamais j'aurais financé une comédie musicale comme ça si c'est pas Tim Burton qui l'avait faite, etc. Et Tim Burton, il coupe, il dit mais si j'avais dit qu'à la place de Johnny Depp dans le rôle principal, j'avais voulu, et puis il dit un nom que je connais pas. Et là, il y a le producteur qui est là, qui bloque,
Il sourit mais il sait pas quoi dire et Burton il fait ah et je me disais aussi. Enfin il se marre, enfin ils arrêtent pas de se marrer franchement. Cette conférence de presse elle est géniale. Et la façon de Johnny Depp de se comporter dans cette conférence de presse où il fait très magnétique et en même temps il fait très humble et il a des cheveux un petit peu qui lui tombent devant les yeux et voilà. Et quand je le voyais comme ça je me disais ce mec là il ferait un Sirius Black parfait, mais vraiment parfait. Et c'est marrant parce qu'après Johnny Depp a intégré la saga Harry Potter, pas en étant Sirius Black, mais en étant Grindelwald. Au passage, Gary Oldman, j'ai revérifié une interview il y a pas longtemps, il dit que le rôle de Sirius Black dans Harry Potter et le rôle de Gordon dans Batman, il dit c'est juste pour le fric que je l'ai fait, c'est juste des jobs, et qu'il s'en fout royalement. Donc les gens qui sont fans de Dark Knight en disant que Gary Oldman est super bon et qu'il est vachement impliqué et tout, en fait non, il s'en fout royalement de ce rôle. Et je suis dégoûté par rapport au fait qu'il s'en soit foutu d'Harry Potter, c'est Harry Potter, voilà, mais ça me fait bien rigoler par rapport à The Dark Knight, etc., où il y a les fans qui disent il joue super bien, il est vachement bien, alors qu'en réalité, il s'en fout royal quoi. Dans Harry Potter, Voldemort, il finit par tuer Rogue, et juste derrière il se fait tuer. Là c'est la même chose qui se passe, Sweeney, qui fait penser à Voldemort, tue Turpin, qui fait penser à Rogue, et juste après, il se fait tuer. Ensuite Voldemort, dans la coupe de feu, va pour tuer Harry. D'abord il lui parle, comme s'il jouait avec sa nourriture, etc. Il décide pas à le tuer de suite. Et finalement, Harry arrive à se barrer, et là, il y a Voldemort qui explose, et il y a Voldemort qui gueule comme pas possible. Et là, il se passe la même chose. Il y a Sweeney qui accueille Turpin dans son salon de rasage. Il chante avec lui, il joue un petit peu avec lui, manière de savourer un petit peu le moment. Finalement, Turpin, il doit partir. Du coup, Sweeney peut plus le tuer, et là, Sweeney, il explose de rage, et c'est là qu'il chante la chanson We All Deserve to Die, etc. Qui est la meilleure chanson du film pour moi, et la mieux mise en scène. Et après, j'en ai parlé vite fait de Bellatrix et Mrs. Lovett. Ces deux veuves psychopathes qui sont entièrement dévouées à un homme dont elles sont amoureuses et qui sont méprisées en retour, quoi. Par rapport à ce rapport-là, on peut aussi parler du rapport entre le Joker et Harley Quinn. Et après, si on veut aller dans les détails, etc., il y a Mrs. Lovett qui garde les rasoirs de Sweeney pour sa vengeance. Et dans Harry Potter, il y a Bellatrix qui garde la coupe de Poufsouffle dans sa chambre forte pour Voldemort. Donc voilà, c'est des petits trucs qu'on peut mettre en parallèle. J'ai plus de place sur ma caméra, elle va s'éteindre, donc c'est terminé et à plus. Oh, Mr. Todd, I'm so happy I could eat you up, I really could. You know what I'd like to do, Mr. Todd? What a dream. If the business size is good, where I'd really like to go in a year or so.